De retour sur ce plateau, merci à vous qui êtes restés fidèles et merci à vous qui venez de nous rejoindre pour cette troisième partie du débriefing des experts. Mes invités sont restés avec moi. Monsieur Ibrahim Hussein, vous êtes le président du syndicat de la presse et de l'audiovisuel. Merci d'être resté avec nous. Maître Aref, Mohamed Aref est resté également avec nous. Et Ahmed Daher Okié, qui est le président de l'association agro-pastorale djiboutienne, est également avec nous. Le débat de ce mercredi 6 avril, qui sera animé par Marie-Angèle Touré, va porter sur le thème accès à l'eau et à l'électricité. C'est aussi l'une des problématiques importantes dans votre pays ici. Et ça fait partie également des préoccupations des candidats et des électeurs aussi. Alors, comme d'habitude, on va commencer par quelques chiffres. L'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti compte aujourd'hui 35 000 abonnés. 35 000 abonnés. Et il dispose de 54 forages et de 6 châteaux d'eau à travers tout le pays. 35 000 abonnés. Que vous inspire ce chiffre d'abord pour commencer? Je commence par le président de l'association agro-pastorale djiboutienne. Je pense qu'il est faible. Il est faible par rapport à 800 000 Djiboutiens. Donc, 35 000 abonnés, c'est faible, donc il y a du travail. Pour une fois, il faut relativiser. Quand on dit 35 000 abonnés, quand je suis un abonné, ma femme, mes enfants, mes cousins boivent l'eau. Donc, c'est le ménage. Hein. Et donc, là, il faut faire attention par rapport à cette statistique-là. Mais, on ne peut pas vous contredire. Vous pensez que c'est insuffisant. Maître Aref, l'accès à l'eau, surtout à l'eau potable à Djibouti, quel regard vous portez sur cette problématique-là? À Djibouti, comme partout ailleurs, tant que chaque ménage n'a pas accès à l'eau, il y a quelque chose à faire. Et dans notre pays, les choses vont de mieux en mieux. Tout le monde le reconnaît. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une tuyauterie dans laquelle nous avons énormément investi, qui vient d'Éthiopie, qui nous apporte l'eau d'Éthiopie jusqu'à Djibouti. Et je pense que... Encore une fois, Éthiopie revient dans le débat. Oui. Je ne suis pas gêné. Le partenariat devient quasi organique finalement. C'est-à-dire qu'il n'est même plus concevable que les deux pays se passent l'un de l'autre. Pourquoi voulez-vous que Non, mais puisqu'il y a des Djiboutiens qui le souhaitent, c'est pour ça qu'on l'évoque. Vous voyez, je compare les choses qui sont comparables. C'est cela. Lorsque la Grèce s'est retrouvée, très récemment, s'est retrouvée dans des conditions ahurissantes au niveau budgétaire, au niveau économique, on a parlé de Grexit. Eh bien, tous les Européens, et ils sont plus de 25, tous les Européens se sont coalisés pour aider la Grèce à s'en sortir. Et nous, Africains, nous devons faire de même. L'intégration régionale. L'intégration sous-régionale d'abord et puis continentale. Sous-régionale d'abord, continentale ensuite, mais nous devons aller de l'avant vers l'intégration. Il n'y a de marché, que d'échelle. Une coopération sud-sud. Hein. Une coopération sud-sud. Aujourd'hui, absolument. La République de Djibouti ne parlait pas que de l'Éthiopie. Hein. Nous avons énormément de relations avec les pays africains. Si vous regardez un peu la microfinance qui s'est développée à Djibouti depuis 2007, il y a aujourd'hui des caisses populaires d'épargne et des crédits qui proposent des crédits dans le cadre de la microfinance qui sont installés partout dans les 5 régions et à Djibouti-Ville. Je fais partie des gens qui l'ont installée parce que j'ai dirigé cette caisse-là pendant 3 ans. Et tous les experts qui ont mis en place cette caisse venaient d'Afrique. À 100%. Mais pour revenir à la question de l'eau, depuis 2013, le gouvernement met en œuvre un programme dit d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu rural et des centres secondaires de région de Tadjoura, d'Arta et d'Ali Sabir. Vous êtes dans un domaine où on peut vous demander aujourd'hui, est-ce que vous voyez déjà les effets de ce programme-là, puisque une population de 80 000 personnes est ciblée? Il y a 2 stratégies. Il y a l'eau potable pour les ménages qui sont citadins, qui vivent dans les villes. Et c'est cette eau-là qui est produite par l'ONEA, l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Et une partie viendra de l'Éthiopie.
Mais l'eau hydrique, elle est 100% djiboutienne. Il y a des seuils qui sont construits à peu près partout dans le territoire national, et à Samo également, les villages dans lesquels je suis né. Nous avons construit plusieurs barrages de seuils dans ce village-là, et nous voyons le résultat. Parce que le niveau d'eau au niveau des puits qui alimentent les exploitations agricoles a monté, parfois d'1,5 mètre, parfois de 2 mètres. Il suffit qu'il pleuve une fois, 2 fois l'année, et pendant 12 mois, vous avez assez d'eau au niveau du puits. Et ça permet d'alimenter la nappe. Par contre, l'eau qui vient de l'Éthiopie, c'est un avantage. Pendant que nous alimentons nos nappes, en mettant des barrages et des seuils partout, nous avons l'eau éthiopienne qui nous permet de gagner du temps. Voilà. Une autre donnée que nous devons évoquer, c'est l'accès des Djiboutiens à l'électricité. C'est vrai, nous avons reçu dans la soirée un candidat qui nous disait qu'un Djiboutien sur 2 a accès à l'électricité. Son chiffre n'est pas tout à fait faux, puisque effectivement 53,3% des Djiboutiens ont accès à l'électricité, mais c'est un chiffre assez parlant en termes comparatifs. L'Éthiopie, c'est 26,6%. L'Érythrée, 36%. Et la Somalie, 32%. Donc 53,3% de Djiboutiens ont accès à l'électricité. Donc dans la sous-région, c'est quand même un taux assez parlant. Quel regard on ne dit pas que c'est largement suffisant. Donc, loin de là, bon, on a du chemin encore à faire, mais bon, ces dernières années, le gouvernement a beaucoup fait pour que chaque Djiboutien puisse avoir accès à l'électricité. Il y a quelques années, notre pays avait donc connu des problèmes d'électricité qui étaient vraiment très flagrants en 1999. En 1998, il y avait eu la centrale électrique qui avait pris feu. Et les Djiboutiens se rappellent cette période où ils avaient connu l'enfer. Donc ces derniers temps, presque 10 ans, avec l'interconnexion aussi avec l'Éthiopie, on a une électricité continue qui, même en période estivale, où il y a une très forte demande, qui est fournie régulièrement. Par rapport à ce chiffre, je pense que c'est déjà un chiffre mais comment satisfaisant. Que Djibouti soit plus électrifié que l'Éthiopie? Oui, c'est parce que nous sommes un petit pays aussi. Il y a la population vrai que aussi. L'étendue, ce n'est pas. Parce que là-bas, on a 100 millions et ici, on a moins d'1 million. C'est ça. Il ne faut pas comparer la comparable aussi. Et quand on pousse encore loin, et la comparaison, les pays comme le Burundi, c'est 6%. Le Soudan du Sud, 5%, c'est la lanterne du classement, et le Burkina Faso, 13%. Voilà. Et alors, globalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire au prochain président? Quels sont les leviers prioritaires pour régler la problématique d'accès à l'eau et à l'électricité? Selon vous, quelles sont les solutions qu'il faut prioriser? Et ce sera donc notre dernier tour de table. Le président de l'association agro-pastorale. Continuer à construire des seuils pour alimenter la nappe. Il faut continuer. Il y a eu des études sur le bassin versant dans les 5 régions. Et il y a un bassin versant très intéressant sur lequel il n'y a pas encore de seuil, c'est celui de la région d'Arta. Donc il faudrait mettre des seuils un peu sur tous les bassins pour alimenter la nappe. Il faut continuer sur cette voie-là, c'est une très bonne stratégie. Et puis, il faut commencer à faire comprendre aux Djiboutiens que dès que nous alimentons la nappe, le niveau d'eau au niveau des puits augmente et on peut augmenter la production à ces moments-là. Donc c'est très intéressant pour l'exploitation agricole. Pour l'électricité, je pense que même si on critique l'électricité qui vient de l'Éthiopie, c'est comme une électricité propre. Alicébi est passé pratiquement à 100% d'électricité propre. La région d'Alicébi qui utilise l'électricité en provenance de l'Éthiopie. Mais il ne faut pas abandonner nos systèmes de production nationale. Il faut continuer ces systèmes-là, les entretenir, même les améliorer. Et il y a des projets d'éoliennes, il y a des projets de solaire. Il faut continuer sur cette voie-là. Même au niveau des exploitations agricoles, il y a plus de 300 exploitations agricoles cette année qui seront équipées de pompes à eau solaire. Avant de donner le dernier mot à Maître Aref, des pistes prioritaires? Je pense que pour ce qui est de l'électricité, l'interconnexion avec l'Éthiopie est déjà donc bouffée d'oxygène. Donc je pense qu'il y a un deuxième projet qui est en cours et je pense que ça va énormément résoudre aussi
ce qui est un peu aussi, qu'il ne faut pas oublier, le c'est projet que d'adduction Djibouti, d'eau djibouto-éthiopienne. voilà aussi. C'est ça. En fait, Djibouti aussi, comme l'a dit le président, veut utiliser une énergie 100% verte d'ici 2020. Donc, d'où avec une coopération avec les Allemands ou des projets de mise en place solaire ou éolien, tout ça. Donc, dans le but de diversifier l'apport énergétique. Voilà. Maître Aref, votre dernier mot. Je vais l'emprunter, si vous permettez, à Khalil Gibran, qui disait « Fiez-vous aux rêves, car en eux est cachée la porte de l'éternité ». Je rêve d'une Afrique unie, intégrée, et je partage également le rêve qu'a suscité notre président, il faut bien le dire. Je vous ai dit d'où nous sommes partis. On disait que même le chacal faisait son testament avant de traverser aujourd'hui Djibouti, n'est plus ce pays que l'on craint de traverser. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets palpables qui sont en route. Permettez-moi juste très rapidement. Il y a des projets industriels, une zone industrielle que a demandé la Turquie. Elle va avoir sa zone. La convention a été signée avec la Turquie. Elle va avoir sa zone. Récemment, j'ai reçu des hommes d'affaires égyptiens qui veulent également implanter leur zone industrielle, mais qui veulent implanter en zone franche, en particulier un certain nombre d'industries. On disait que Djibouti, c'est pas possible d'installer des industries ou même une économie parce qu'il n'y a pas d'énergie, parce que l'énergie est trop chère, alors qu'aujourd'hui, la technologie permet effectivement de pouvoir votre pays de diverses sources d'énergie. Merci à vous, Maître Aref, Mohamed Aref, vous êtes avocat. Merci d'avoir participé à ce débat. Monsieur Ahmed Daher Okish, vous êtes le président de l'association agro-pastorale djiboutienne. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Et monsieur Kennedy Ibrahim Hussein, qui est lui le président du syndicat de la presse et de l'audiovisuel. Merci à vous et d'avoir accepté et de participer à cette émission. L'accès à l'eau et à l'électricité, ce sera donc le thème du débat de ce mercredi 6 avril qui sera animé par ma collègue Marie-Angèle Touré. On se retrouvera tout de suite après pour un nouveau numéro du débriefing des experts. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt.